Bonjour à tous et bienvenue sur le 51e numéro de Carré Politique. Alain Orunla, ministre de la Communication, est intervenu hier. Il a qualifié de parasite et de superflu les commentaires sur la prorogation du mandat de Patrice Talon. La dernière critique en date était celle de Boni Yayi et sonne d'ailleurs comme un défi lancé aux institutions de la République. Ce sera le premier sujet de cette émission. Ensuite, nous parlerons de cette conférence de presse des démocrates et enfin de l'agenda de l'émissaire spécial des Nations Unies, Mohamed Ibn Chamba, sur le processus électoral en cours. Au Bénin, Félicien Fayon, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste en face de vous, Alphonse Moïse Soudé. Bonjour Alphonse. Bonjour à vous Jean-Luc. On va commencer tout de suite par les notes de la semaine. Voilà, donc on va commencer par les notes de la semaine. Je vais voir avec mes différents confrères en plateau les notes qu'ils vont attribuer à nos différentes actualités. La première actualité, je l'ai dit tantôt, c'est cette intervention, ce message de l'ancien président Boni Yayi. Quelle note donnez-vous à cette actualité? Je vous vois encore feuilleter. Je vous laisse donc le temps de le faire. Vous êtes prêts? Félicien Fayon vote en premier. Félicien Fayon donne 5 pour cette actualité. Alphonse Moïse Soudé 5 également. Nous avons donc la même note partout. Je rappelle que le message a été publié le 9 février dernier. Pour vous, Félicien Fayon, est-ce que le test était cohérent? Bon, par rapport à la cohérence, je pense que celui qui l'a publié, c'est-à-dire l'auteur, certainement l'a jugé cohérent. Nous, on n'a qu'à juste l'apprécier. Et moi, en tant que journaliste, je pense que Boni Yayi, il a le droit de réagir sur l'actualité, il a le droit de se prononcer sur le processus électoral. Il a le droit également, d'accord, de donner son avis sur ce qui va ou ce qui ne va pas. Seulement que son avis, comme l'a dit hier le ministre Alain Orunla, ce ne serait pas une vérité pure. C'est-à-dire que Boni Yayi, aujourd'hui, il est un ancien président. Ce qu'il dit n'est pas ce que les institutions doivent respecter forcément. Lui, il n'a fait que faire des commentaires. Il est libre de faire des commentaires par rapport à l'actualité politique, mais ça ne remet pas en cause le processus électoral en cours. Ce que je n'ai pas aimé, c'est son troisième paragraphe au niveau duquel il parlait. Il lançait un appel, hein, d'accord, à toutes les forces publiques et il a même été jusqu'à parler même des forces armées. Il leur demandait donc de prendre les dispositions qu'il faut pour pouvoir donc mettre fin à ce que lui il qualifie de désordre. Mais je pense que on ne peut pas aujourd'hui au Bénin en 2021 continuer par interpeller les forces armées béninoises dans un processus électoral qui suit bien son cours, quelles que soient les divergences, quelles que soient les dissensions qu'il y a, on ne peut pas aujourd'hui interpeller les forces armées béninoises parce que quand on le fait, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on vise? Est-ce qu'il veut qu'on fasse un coup d'État? C'est vrai qu'il a dit dans son texte qu'il dit qu'il interpelle les forces armées béninoises non pas pour faire usage de feu, mais j'ai dit, mais en quoi les forces armées béninoises sont-ils différentes des civils si ce n'est pas les armes? Donc, en les appelant déjà à part et en dehors même des civils, c'est qu'ils leur demandent d'utiliser les armes pour agir. Et je pense qu'à aucun moment donné, pendant que lui était au pouvoir, malgré les différentes menaces qu'il y a eu sur le processus électoral, lui-même en son temps, personne n'avait appelé les militaires à agir. Et c'est là où je pense que, peut-être que je ne suis pas autorisé à le dire, mais le message de Boni Yayi a manqué de sagesse. Le message de Boni Yayi a manqué, enfin, il y a un aspect fédérateur qu'on n'a pas retrouvé dedans. Il ne s'est pas comporté comme un sage qui devait appeler à la paix, qui devait appeler à la réconciliation, tout ça. Alors, il ne s'est pas comporté comme un sage qui devait appeler à la paix, dit Félicien Fayon, et pourtant on a remarqué que quelques minutes ou quelques heures simplement après que le message a été publié sur sa page Facebook, il y a eu différentes interprétations, différents titres d'ailleurs. Quand on regarde un peu la presse en ligne, on a parlé, ou tous les sites en ligne ont parlé surtout d'un message de paix de Boni Yayi. Vous savez, ce message-là serait approprié s'il avait délivré avant l'ouverture du processus électoral. Il aurait pu faire ce message-là avant l'ouverture du processus électoral. Le dialogue devait être fait avant l'ouverture du processus. On devait appeler je suis d'accord qu'on appelle les gens à la paix. Mais en ce qui concerne les forces armées, je crois que le chef de l'État, Patrice Talon, avait déjà dit plus jamais ça. Plus jamais ça, c'est ce qui a entraîné l'AMSI qu'on a accordé à tous ceux qui seraient impliqués dans les violences du 1er 2 mai 2019. Donc, pour moi, j'estime que l'armée a un rôle purement républicain. L'armée est chargée de protéger les citoyens, l'armée est chargée d'assurer notre sécurité. Et l'armée, depuis la conférence nationale des forces vives, on a dit que l'armée retourne à la caserne. Donc, on ne peut pas. C'est vrai qu'ici, il y a des manifestations en cours. Il faudrait que ces manifestations-là se déroulent dans les règles de l'art. Il faut d'abord informer qui de droit pour qu'on mette à votre disposition
les forces de sécurité et ceux qui veulent organiser les manifestations doivent être sûrs qu'ils vont maîtriser leurs membres. Parce que dès qu'il y a débordement, on ne peut pas interdire à la force publique d'intervenir pour protéger les autres citoyens. Donc je dis, ce message aurait été un beau message de paix il venait un peu plus tôt. Parce que quand il... Un peu plus tôt, je ne vous arrête pas, mais je vais rapidement aller vers Félicien. Le timing également vous pose problème? Oui, ça pose problème parce que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, les dispositions querellées, aujourd'hui, qui font que aller aux élections pose problème pour l'opposition, elles ne datent pas d'aujourd'hui. C'est depuis plus d'1 an que ces dispositions avaient été déjà inscrites dans les différents tests qui organisent les élections à la République du Bénin. Et les différents messages, parce que Boni Yahi, depuis ce temps, a fait des messages sur sa page Facebook. Au moins 3. Il n'avait jamais critiqué, par exemple, le parrainage. Il n'avait jamais remis en cause le processus électoral. La preuve, son parti, les démocrates, le parti dont il est le président d'honneur, a fait les formalités qu'il faut dans le cadre des élections qui auront lieu le 11 avril. Parce qu'en fait, le calendrier électoral que la Sénat a publié, ce n'est pas par rapport à des élections qui auront lieu avant le 5 avril, comme eux, ils ont semblé le dire. La Sénat a été claire et a fixé la date des élections, conformément à ce que le gouvernement a dit, au 11 avril. Et son parti a fait les formalités pour cette élection-là, c'est pas pour autre élection. Maintenant, nous arrivons à quelques heures de la publication de la liste des candidats retenus de la Sénat, quand lui, il sort ce message-là, c'est-à-dire qu'à la dernière minute, tout porte à croire que il s'était préparé à son niveau, d'accord, pour faire un blocage, pour faire entorse au processus électoral. On va revenir sur cette contradiction tout à l'heure. Vous parliez de la nécessité d'un dialogue, du dialogue avant le démarrage du processus électoral. Pourquoi un dialogue? Vous savez que la révision de la Constitution qui est intervenue en novembre 2000 n'est pas du goût de tout le monde. Et j'ai dit, l'intervention est en retard parce que le texte a été promulgué en novembre 2019. C'est dans ce texte-là qu'il a été dit. Alors, quand vous dites que ce n'est pas du goût de tout le monde, qu'est-ce qu'on doit faire à nouveau? La Constitution a été amendée, a été révisée, oui, c'est-à-dire que ça a été promulgué par le chef de l'État, la Cour constitutionnelle a d'abord entériné. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre après ce qui a été fait? On peut faire une relecture. Si les griefs portés par les uns et les autres faisaient objet de consensus. Et je dis par exemple, le deuxième dimanche du mois d'avril était dans la Constitution. C'est pas maintenant que les uns et les autres ont su que nous devons voter le 11 avril. Parce que depuis 2019, on savait on a dit l'élection présidentielle aura lieu le deuxième dimanche du mois d'avril. Au cas où il y aura un second tour, on a encore donné la même période. Donc j'estime que si on n'était pas d'accord, depuis ce jour-là, on aurait déjà, si c'est début janvier 2020 que Boni Yahi avait déjà tiré la sonnette d'alarme sur la prorogation de 45 jours, je serais d'accord avec lui. Mais vous avez attendu que le processus soit lancé. Qu'est-ce qu'on veut demander à la Sénat? D'arrêter le processus et d'ouvrir le dialogue? Si je m'appuie sur ce que Alphonse dit, justement, c'est à la veille de l'année 2000, disons à la veille de cette année, mettons début janvier, que le ministre de la Communication, Alain Orunla, s'est prononcé d'ailleurs sur la prorogation du mandat de Patrice Talon sur les 45 jours. Ensuite, il y a eu tout un débat. Le professeur Victor Topano est intervenu et tout récemment, Théodore Olo, le professeur Théodore Olo également. Pourquoi est-ce qu'en son temps, par exemple, en début d'année, en janvier, pourquoi Boni Yahi n'est pas intervenu? Il attend la veille ou la clôture des dépôts de dossiers de candidature. Je parle de janvier 2020. Voilà, la clôture. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'attitude de Boni Yahi porte à croire que lui ressemble à celle de quelqu'un qui veut conduire le pays vers le chaos. Il veut qu'il y ait du désordre. Il veut qu'il y ait un blocage. Sinon, pourquoi attendre maintenant? Pourquoi ne pas réagir très tôt et attendre maintenant? Vous avez dit tout à l'heure que la révision de la Constitution n'était pas du goût de tout le monde, mais je dis, mais on met quoi dans tout le monde? Est-ce qu'à 100% les Béninois peuvent approuver la révision? Je pense que non. Et dans un régime comme le nôtre aujourd'hui, un régime démocratique, il y a toujours une opposition et une mouvance. Et c'est difficile, c'est rare de voir l'opposition et la mouvance s'accorder, d'accord, sur la révision de la Constitution. Vous avez vu au Togo tout près là, eux ils continuent d'exiger la Constitution de 1992, tandis que ceux qui sont là disent donc ça a toujours été comme ça, mais il faut un jour un régime pour réviser la Constitution. Et de toutes les interventions, quand je suis bien Théodore Olo, quand je suis bien même Joël Aïvo, le constitutionnaliste, ils n'ont jamais été contre la révision de la Constitution. Non, ils ont commencé à parler de la prorogation, c'est-à-dire des 45 jours. Leurs interventions, c'est à ce niveau-là. Ils n'ont jamais condamné la révision de la Constitution. Olo a beau tout dit, mais il n'a pas dit qu'il est contre la révision de la Constitution. Alors, si on n'est pas contre la révision de la Constitution, alors qu'elle n'est pas intervenue maintenant seulement, mais pourquoi s'attaquer à un seul aspect et maintenant? Donc, c'est là où moi, je parle un peu de cynisme. Il semble que leurs attitudes suffisent un peu à du cynisme. Ils veulent tout faire pour bloquer le processus électoral, mais comme vous avez suivi les commentaires, tout comme vous, c'est sûr, les réseaux sociaux, c'est comme si le peuple béninois, enfin,
les gens ne sont plus prêts aujourd'hui à vivre ce qu'on avait vécu en mai 2019. Justement, avez-vous parcouru un peu la page Facebook du président Boni Yayi après la c'était publication pas la de joie ce là-bas, message? hein. Parce que je crois bien avant l'enregistrement de cette émission, on était encore à plus de 3000 commentaires sur ce post de Boni Yayi. Comment avez-vous analysé les interventions des uns et des autres? Parce qu'on a l'impression que la plupart des Béninois, et c'est ce que Félicien vient de dire tout à l'heure, n'étaient pas du tout en phase avec le message qui a été délivré. Oui, j'ai dit, les Béninois ne sont pas des briques de 15 dont on peut user quand on veut. Les Béninois ont compris que les hommes politiques nous manipulent au gré de leurs intérêts. Les hommes politiques parfois nous poussent dans la rue, mais quand il s'agit d'aller affronter, ils ne sont jamais devant, leurs enfants ne sont jamais devant, leurs femmes ne sont jamais devant, ils amènent les autres à agir. Donc beaucoup de Béninois, quand vous lisez les commentaires, c'est vrai que les avis sont partagés, mais à dominance, les gens ne sont pas d'accord. Parce que le chef de l'État, moi j'ai dit, Boni Yayi, après avoir quitté le pouvoir, il ne s'est même pas donné 2 mois de repos. Il est hyperactif. Ça veut dire quoi? Il n'a pas digéré d'avoir perdu le pouvoir. Mais il devait constituer pour les hommes politiques un monument. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui, pendant 10 ans, a géré le Bénin. Quand même nous savons que le Bénin n'est pas facile à gérer, il devait constituer, et pour Patrice Talon, et pour les hommes politiques, une référence. Malheureusement, c'est lui que le message là, quel est l'objectif du message? Tout le monde sait que nous avons besoin de la paix, d'organiser des élections pacifiques. Mais je dis, l'opposition, moi, à mon avis, normalement, après novembre 2019, devait faire un travail scientifique. Quand vous voulez contester un test, au lendemain de la promulgation, vous lisez du premier article jusqu'au dernier article. Et sur chaque article querellé, vous faites des propositions concrètes. Ils auraient pu faire cette proposition de prorogation de mandat en janvier 2020 ou février 2020. C'est-à-dire au lendemain de la révision qu'on aurait dit, ah, ils avaient déjà attiré l'attention sur cet article. Mais on attend maintenant et maintenant seulement après la publication. Parce que la Sénat avait déjà publié son calendrier et tout le monde a adhéré. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'on veut demander à la Sénat? Moi, j'ai dit, c'est déjà trop tard. Encore qu'il y a disparité. Vous demandez qu'on annule la prorogation du mandat. Mais vous êtes prêt à aller compétir le 11 avril. Oui. Il y a contraste, à mon avis. Justement, le test de Boni Yayi est intitulé « Mon appel au peuple pour le dialogue et le consensus dans la gestion des affaires de notre cité commune ». On y retrouve cet extrait. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, le mandat du président Patrice Talon prend fin le 5 avril, bel et bien. Conformément au serment qu'il a prêté le 6 avril, c'est ce que disait Boni Yayi. Que peut-il faire exactement? Parce que ça a commencé comme ça, par exemple en 2019. On se rappelle de cette interview qu'il a accordée à France 24 où il disait c'est une question de vie ou de mort pour la législative de 2019. Aujourd'hui, que peut faire exactement Boni Yayi? Qu'est-ce qu'il nous réserve, Félicien Fayon? Bon, en fait, vous savez, le président Boni Yayi continue de se donner une certaine importance qu'il n'a peut-être pas. Qu'il n'a plus en réalité. Qu'il n'a plus en réalité. Et non, moi je dis qu'il n'a peut-être pas parce qu'en réalité, Boni Yayi n'avait jamais été par le passé un leader incontournable de la politique. Il faut être honnête. C'est pour ça d'ailleurs que pendant qu'il était au pouvoir, si vous vous rappelez bien, les leaders politiques lui donnaient tous les ennuis, il n'avait pas à contrer. Mais il maîtrisait pourtant la plupart des classiques des FCBE, les barons et certains lui sont restés fidèles jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, mais quelques-uns seulement. S'il n'a pas pu gérer par exemple FCBE, son parti d'origine, s'il n'a pas pu gérer ce parti-là, qu'il a perdu, s'il n'a pas pu contrôler le parti des démocrates, parce qu'aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi qu'il y a plusieurs candidatures. On annonce même d'ailleurs l'exclusion de Irénée Agossa, de Corentin Kaoué. S'il n'est pas arrivé à maîtriser même le dernier parti qu'il a eu à créer, le démocrate, ça dit que le leadership qui se donne, il ne l'a peut-être pas, mais il croit que si lui, Boni Yayi, aujourd'hui, donne un mot d'ordre, c'est que ça c'est pour que tout le Bénin, prenne, alors que ce n'est pas le cas. Avant, on sait quelle est la zone, qui sont ceux qui avaient exécuté son mot d'ordre. C'était malheureux, mais aujourd'hui, ceux-là regrettent et ne sont même plus prêts à recommencer. Donc, Boni Yayi ne réserve à rien, je dis bien à rien. La preuve est que, il dit en ma qualité, d'accord, de président, d'ancien président du Bénin, de la cité, ancien président de l'Union africaine, enfin, on n'a pas bien de citer tout ça. Il dit, je lance un appel patriotique et humaniste aux forces armées d'aider par l'absence de l'usage de la force à la relance des bases du consensus. Je dis, mais c'est très grave. Et pour ce que Félicien dit, il se prend encore pour le commandant en chef? Non, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il a occupé ce poste. Et il sait comment les gens peuvent s'en servir en tant que chef suprême des armées. Il sait que le chef suprême des armées peut donner des ordres à tout moment. Mais je dis, moi, je sais que Boni Yayi, en politique, il a encore un poids. Il a encore, contrairement à Félicien, je dis, la politique béninoise est focalisée sur pratiquement 3 personnes. Le président Patrice Talon, l'ancien président Boni Yayi, l'ancien président Dieudonné Soglo. Mais je dis, je voudrais rappeler au chef de l'État, Boni Yayi, s'il y a une phrase qui sonne mal dans ma tête, quiconque prendrait la rue pour faire du désordre
le retrouvera sur son chemin. Il l'avait dit. C'est ce que je dis. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas la peine. Les Béninois ont compris. Depuis le 1er mai 2019, il y a des gens qui ont été blessés, il y a des gens qui ont été amputés, mais personne n'est allé à leur secours, personne ne les soutient, donc ils ne sont plus prêts on va progresser très rapidement pour aborder le dernier sujet, mais juste avant, il y a eu cette conférence de presse des démocrates, 24 heures après la publication du message de Boni Yayi. On retient en clair que ce qui est demandé aujourd'hui, c'est la suppression encore à nouveau du parrainage. À l'étape actuelle, Félicien Fayon, est-ce possible? Non, parce que d'abord, nous sommes régis par des tests qui sont au-dessus même de ceux du Bénin. Au niveau de la CEDEAO, il y a le protocole qui dit d'ailleurs qu'on ne peut plus toucher à des tests qui organisent les élections 3 mois avant ces élections-là. C'est clair, c'est interdit. On ne peut le faire que s'il y a consensus. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus parce que la mouvance n'est pas d'accord. Mais l'opposition veut qu'on retouche. Donc, ça veut dire qu'il y a absence de consensus. Ce qui implique qu'on ne peut plus modifier le code électoral pour supprimer le parrainage. Ça, c'est impossible. Donc, leur demande, c'est clair, ne va pas prospérer. Parce que si ça prospère, c'est comme si on a violé le protocole, d'accord, de la CEDEAO. Donc ça, c'est clair. Ce qu'ils demandent, ce qu'ils exigent, c'est-à-dire la suppression du parrainage, mais je dis, il y a même une contradiction entre eux. Leur candidate, la candidate du Parti des démocrates, lance des appels même à ce qu'on libère les parrainages. Elle a demandé qu'on lui donne des parrains. Elle a même dit, avant le dépôt des dossiers, que des gens l'ont approché, mais pour lui dire que leur parti d'origine les en empêche. Ça veut dire qu'elle veut les parrains. Mais alors, voilà encore le président du parti, Éric Mourouté, qui a dit qu'eux, ils n'en veulent pas. Et dans leur conférence de presse, ils disent qu'eux, ils veulent qu'on saute ce verrou-là. Mais finalement, qu'est-ce que ce même parti la question qu'il faut se poser tout de suite, c'est est-ce que la candidate des démocrates, Rekiat Madougou, ou Rekia Madougou, est vraiment en phase avec ce que disent les responsables du parti, ou surtout avec ce que dit Éric Mourouté, par exemple, ou Alassane Tigri qui a animé cette conférence de presse. Est-ce qu'elle est vraiment en phase avec non, mais cette déclaration confirme ce que les gens disent. C'est que les gens disent qu'elle n'est pas du parti des démocrates. On va laisser Moïse réagir d'abord. Son slogan à la place Biogara, c'est libérer les parrainages. Donc, pour elle, elle n'est pas d'accord pour qu'on saute les parrainages. Elle est d'accord qu'on considère le parrainage, mais qu'on leur donne la possibilité d'obtenir le parrainage. Mais selon le décompte qui avait été fait, est-ce qu'il reste encore des parrainages aujourd'hui pour le Parti des démocrates? J'attends que la Sénat nous dise. Si on va spéculer en tenant compte de ce que les réseaux sociaux disent, il n'en reste plus beaucoup. Mais j'attends que la Sénat publie la liste pour nous dire le candidat à Patrice Talon a obtenu tant. Mais je voudrais rappeler à Félicien que c'est vrai, le protocole de la CEDEAO demande que 3 mois avant les élections. Je n'ai pas touché au test. Mais quand on a voulu installer les mains, on a touché au test. Et vous souvenez que beaucoup ont dénoncé ça. Vous dites nous avons violé le protocole. Donc je dis en la matière, il y a consensus. Non, il n'y avait pas eu consensus. Je dis en la matière, il y a jurisprudence. Si vous avez fait une fois, c'est que vous pouvez faire une deuxième fois. Non, c'est qu'il n'y avait pas eu de contestation à l'époque, c'est ça. Il y avait consensus. C'est pour ça que ça a été retrouvé à l'Assemblée nationale à l'unanimité des députés. Non, pour débloquer une situation. Parce qu'il y avait blocage dans l'élection. Ici, maintenant, il n'y a pas une situation de blocage. La preuve est que des partis d'opposition ont postulé pour cette élection. Mais Joël Aïvo, depuis quelques jours, est-ce que vous entendez Joël Aïvo dire encore qu'il faut soutenir les parrainages? Il n'a plus rien dit. Est-ce que vous avez entendu, par exemple, les Corentin Koro et les Irénée Agossa, qui avaient déposé leur dossier au nom du Parti des démocrates avant d'être suspendus? D'accord? Est-ce que vous les avez entendus dire qu'il faut soutenir les parrainages? Non. Est-ce que vous avez entendu même Patrick Divor lui-même le dire? Non, il n'a pas dit. Rekia Madougou ne l'a pas dit non plus. Et donc, à partir de cet instant, c'est qu'il n'y a pas de blocage. On n'est pas en situation de blocage. On ne peut plus dire qu'il est difficile pour le Bénin d'organiser les élections présidentielles. Non, on peut bel et bien organiser les élections. À l'étape actuelle, et à votre avis, Alphonse Moïse Soulé, que feront les démocrates? Va-t-on vers un nouveau bras de fer? Que vont-ils faire? Non, moi, j'ai déjà dit que quelqu'un a choisi de foutre le bordel dans le Parti des démocrates. Parce que quand vous voyez la cacophonie des ambitions, a déjà tué ce parti. Je prie pour que ce parti-là ne vole pas en éclats. Maintenant, je dis, s'il y a encore des parrainages à attribuer, ça c'est un cri de cœur. S'il y a encore des parrainages à attribuer et qu'on n'a pas déjà distribué tous les formulaires, il y a possibilité de trouver les parrainages. Parce que moi, je voudrais qu'on prenne les démocrates au mot. On leur donne, qu'on leur trouve les parrainages, qu'on aille compétir et qu'ils soient battus régulièrement dans les urnes. Et là, pour une fois, ils vont estimer que la démocratie... Est-ce que ce que vous êtes en train de dire là tient encore aujourd'hui, quand on écoute la conférence de presse, les propos de Lazare Serruito, qui disait que la plupart des élus avaient attendu jusqu'à la dernière minute pour donner les parrainages au parti mais que la cacophonie au sein de ce parti a fait justement qu'il n'y a pas eu de parrainage libéré. Oui, vous savez, au départ, ils avaient un discours. Le premier discours, c'était de sauter
le verrou de parrainage. Mais entre-temps, les discours ont évolué. Dès qu'ils ont désigné, ils ont finalement désigné leur candidate, leur duo, le discours a changé parce qu'elle a dit qu'elle était allée vers certaines personnes pour recueillir le parrainage. On lui aurait dit que les formulaires sont détenus par les chefs de parti, d'où son slogan « Libérer les parrainages ». Donc, elle est prête à aller encore négocier les parrainages, si tant est qu'il y a des formulaires encore disponibles avec certains élus. Donc, si on lui offre cette possibilité, elle pourra aller à l'élection. Il ne faut pas vendre la peau de loup sans l'avoir tué, mais aujourd'hui, Moïse l'a rappelé, le parti Les démocrates veut toujours, peut-être, les parrainages. Avec ces parrainages aujourd'hui, même la candidate des démocrates, Rekat Madougou, sur le bulletin de vote, qu'est-ce qu'on peut espérer? Ah non, mais si la candidate est sur le bulletin de vote, je pense que comme le président Talon l'avait dit, ça va être une fête. Moi, j'aurais même souhaité, c'est parce que je ne suis pas dans le processus électoral, j'aurais souhaité que s'il y avait une possibilité vraiment de leur trouver des parrainages pour qu'ils aillent aux élections, ce serait bien de le faire. Sinon, s'ils ne participent pas aux élections, ils vous diront après que s'ils avaient été candidats, si on les avait laissés, c'est qu'ils allaient battre le parti Talon aux urnes. Donc, il serait quand même souhaitable, si c'était possible. Oui, mais quand vous regardez un peu l'environnement politique, quand vous regardez ce qui se passe au sein justement de ce parti, oui. Est-ce que ce parti aujourd'hui a les ressources d'aller aux élections? Parce qu'il faut rappeler que, par exemple, à la veille de, mettons, en fin d'année, vers le 30 décembre 2020, le député Marcelin Aronoukou avait dit, par exemple, sur nos plateaux, au cours de l'émission Kaléidoscope, que l'opposition n'avait pas les moyens d'aller aux élections. C'est pour ça que, justement, les démocrates se livrent à ce dilatoire. Est-ce qu'ils peuvent produire quelque chose de... On ne sait jamais, vous savez, on ne sait jamais, parce que quand on parle d'élections, ce n'est pas que les moyens financiers, il y a aussi les moyens humains. D'accord? C'est vrai qu'aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens humains. Mais les moyens financiers, c'est possible qu'ils les trouvent à tout moment, et puis avoir des sponsors un peu partout. Mais les moyens humains, ils ne les ont plus. Quand vous prenez par exemple Konaté Koroué, qui est le coordonnateur LD du Koufo, qui a été suspendu, qui n'est plus aujourd'hui membre du parti politique, et qui lui-même est candidat. Ça fait des points en moins. Ça fait des points en moins, c'est-à-dire que tout le Koufo aujourd'hui, il n'y a plus de démocrates là-bas qui votera pour eux. Irénée Agossa aujourd'hui, qui est quelque chose dans Cotonou, on le suspend. Et il en a de même pour plusieurs personnes. Moïse Kérékou, on le sort. Tous ceux-là sont sortis aujourd'hui. Donc moi, je pense que réellement, s'ils avaient la capacité et la possibilité d'aller aux élections aujourd'hui, ce n'est pas évident qu'ils s'en sortent. Mais malheureusement, ils vous diront après les élections que s'ils avaient eu les parrains, ils avaient tout, très bien. Ils auraient gagné. On va quitter ce sujet pour le deuxième sujet de cette émission parce qu'il nous reste un peu moins de 10 minutes. La visite de Mohamed Ibn Chambas, émissaire spécial des Nations Unies pour l'Afrique et le Sahel. Justement, cet émissaire a fait des observations sur le processus électoral après sa rencontre au cours de sa rencontre, je vais dire, avec Patrice Talon. Vos notes, chers confrères, je vais commencer cette fois-ci par Alphonse Moïse Soulé. Quelle note? 5 à nouveau. Et de votre côté, Félicien Fayon, 6, 5, Alphonse Moïse Soulé. Pourquoi? Vous savez, le discours Chambas n'a pas évolué. La première fois où il était venu au Bénin pour intervenir, le discours est le même. Des divergences sur les modalités de participation, et les hommes politiques au dialogue et à la concertation. C'est ce qu'il peut dire au-delà de ça. Il est un émissaire, il va prodiguer des conseils, il va rendre compte à qui de doigt mettre. Quelle évolution voulez-vous entendre dans son discours? Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous espériez que vous n'avez pas eu? Non, il ne peut pas aller au-delà. Il ne peut pas aller au-delà parce qu'au-delà de tout, le Bénin est un pays indépendant. C'est en fait des conseils qui peuvent prodiguer à l'État béninois et aux hommes politiques béninois, mais ils ne sont pas obligés de mettre en pratique ces conseils. Mais ce qui est sûr, ce qui peut régler les crises, moi j'ai toujours dit, c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui viendra réconcilier les Béninois avec eux-mêmes. Il faudrait que les Béninois acceptent de se réconcilier, c'est-à-dire que chacun accepte de perdre une partie de ses intérêts et que l'on puisse revoir les ambitions, discuter, parce que si on ne discute pas entre nous, nous n'avons qu'une seule nation. Donc lui, il est venu, il a fait ses constats, il va rendre compte, mais il nous revient, nous Béninois, de nous asseoir, de dire, par rapport à ça, chacun a ses appréhensions. On peut s'entendre, on n'est pas obligé chaque fois d'être en guerre, on n'est pas obligé chaque fois de s'attaquer, parce que quand ça se passe comme ça, ce ne sont pas les hommes politiques qui en sont souvent les victimes, ce sont les partisans qui ne comprennent rien, qu'on manipule, qui descendent dans la rue. Donc je crois que après le départ de Chambas, j'ai vu
Et tu dis, les démocrates qui sont montés. On va revenir sur les différentes rencontres qu'il a eues, mais pas Félicien Fayon. Alphonse Maurice Soudé parlait justement de ce discours de Mohamed Ibn Chambas qui n'a pas véritablement progressé. Mais est-ce que cela n'est pas lié au contexte parce que nous sommes déjà pratiquement à 2 mois des élections et que s'il était venu un peu plus tôt, le discours aurait été peut-être différent? Non, est-ce que c'est le contexte? C'est peut-être la situation. Vous savez, c'est des institutions qui ne sont pas pour le chaos. C'est des institutions qui sont pour le respect des libertés et des libertés démocratiques de chaque pays. Des institutions qui sont pour l'organisation à bonne date des élections. En fait, c'est ça. Or, à suivre l'opposition béninoise aujourd'hui, c'est qu'on remet tout en cause et on reprend à zéro pour ne pas organiser les élections à bonne date. L'ONU ne sera pas d'accord. Justement, la question que je pose, c'est que nous sommes déjà engagés dans le processus électoral à travers les différentes étapes qui ont été franchies par la Sénat et qu'aujourd'hui, l'émissaire des Nations Unies ne peut pas venir remettre en cause le processus électoral. Ce que je dis, pourquoi ne pouvait-il pas venir un peu plus tôt? Non, mais il vient lorsqu'il y a menace. Il n'y avait pas menace un peu plus tôt. Est-ce que l'opposition avait le message? Mais il y avait les prémices. Non, c'est des prémices inhérentes. D'accord, inhérente à tout processus électoral. Vous vous rappelez du cas de la Côte d'Ivoire, du cas de la Guinée, tout ça. C'est à ces moments-là qu'eux, ils viennent. Ils viennent lorsqu'il y a peut-être problème, ils viennent en sapeur-pompier. Et ils sont comme des arbitres. Vous savez que sur un terrain de football ou bien de match, l'arbitre ne déclare que gagnant celui qui a gagné. Et donc, il vous observe. Et puis après, si c'est vous qui avez marqué des buts, on vous dit que vous avez gagné. Donc, vous allez voir à la fin, l'ONU, l'Union africaine, tout ça là. Et c'est celui qui a gagné qu'eux-mêmes ils vont reconnaître comme vainqueur. Et puis c'est tout. C'est pas qu'eux-mêmes ils vont supporter quelqu'un. Non, c'est pas vrai, non. Et c'est ça, l'opposition n'a pas compris. Le président Boudiaï a été président de l'Union africaine. Il sait comment ça fonctionne là-bas. Ce n'est pas que c'est une mafia, mais c'est des gens qui laissent une certaine autonomie, une certaine souveraineté à chaque pays de s'organiser. J'ai l'impression que vous avez voulu parler tantôt de toutes les rencontres qui ont été initiées par Mohamed Ibn Chambas. On a remarqué qu'il y a eu beaucoup d'agitation, notamment du côté des hommes politiques, du côté de l'opposition surtout. Il y a eu un mémorandum qui a été déposé, il y a eu de nouvelles revendications. Il y a même un groupe national de contact qui a demandé qui a dit que... Non, moi je ne le reproche bref, pas. Voilà. Comment vous analysez ces différentes donné la chance d'écouter tout le monde. Donc on ne va pas lui reprocher d'avoir exclu des gens. Il s'est donné la chance d'écouter tout le monde. Et la synthèse est claire. Quand je dis il est divergence sur les modalités de participation, c'est pas la chose. C'est le parrainage. Oui. Divergence de modalité de participation, ça veut dire qu'on n'a pas refusé de participer à l'élection présidentielle. On n'a pas remis en cause la date du 11 avril. Mais on ne nous a pas donné les parrainages. C'est ça le problème. Quand vous regardez tout ce que ont mis les 45 jours par Bouni, le seul problème, moi, qui peut faire griser un peu la machine, c'est le manque de parrains que les autres n'ont pas pu avoir pour participer. Sinon, le reste, je n'ai pas entendu Madougou parler de 45 jours. Je n'ai pas entendu Joël Aïbo refuser le 11 avril. Donc, tout le monde est prêt à compétir le 11 avril, mais à âme égale. Et justement, sur la question du parrainage, je le disais tantôt, il y a le groupe national de contact avec à sa tête Amissetou Afo-Diobo qui ouvre un autre débat, qui parle de 32 parrains et non de 16. Comment avez-vous compris cette interprétation? Très rapidement, Félicien, d'abord vous. Non, c'est ça fait partie donc de l'embrouillamini qu'il y a au niveau de l'opposition. Parce que là, maintenant, il y a un autre groupe que Amissetou Afo-Diobo préside. Il y a un autre groupe que Candidat Zanaï, lui aussi, il a fait son message hier, je l'ai lu sur Facebook. Il y a un autre que les LD aussi pilotent. Finalement, l'opposition même ne parle même pas de même langage. Ils s'embrouchent. Oui, mais d'où sort cette interprétation? 32, je ne sais pas. Non, 16 pour le candidat à la présidentielle et 16 Avez-vous eu la même compréhension après... Oui, moi quand on dit 32, pour moi, c'est que le vice-président doit pouvoir mobiliser ses 16 parrains et le président c'est le duo en réalité qui mobilise 16 oui, parrains. En fait. Non, ça, selon ma compréhension, ça veut dire que le duo, ça fait 16. C'est ça, selon parce que elle. chaque candidat... Vous, quand est-ce que vous avez compris ça comme ça? Non, c'est quand elle a parlé, j'ai fait un peu dans je me suis dit, le vice-président est appelé à remplacer le président en cas d'incapacité de gestion du pouvoir. Donc, il faut que ce vice-président puisse recueillir l'assentiment des élus. C'est comme ça que j'interprète. Et les élus, il faut que 16 élus disent « Nous sommes d'accord pour que tu ailles à ce poste-là. » Félicien. C'est en quelque sorte une élection de liste pour dire que c'est un duo. Et donc, c'est un duo, c'est des dossiers, ils ont des dossiers communs, d'accord, des pièces communes. Il y a des pièces qui sont individuelles. Et la Sénat avait été quand même claire et a dit que les parrainages sont communs au duo.
Et donc, il n'y a pas de... La Sénat a été claire avant même elle aurait pu... C'est ce que je reproche aux hommes politiques. Est-ce que c'est aussi parce que ces différents groupes, parce qu'il faut le dire, Amisetou Afo-Diobo et son groupe national de contact ne sont pas un parti politique. Quand Dazanaï, qui même un parti politique, vient s'exposer et parle souvent de la résistance, alors que la Sénat discute avec les partis politiques. Est-ce que c'est parce que ces personnalités ne sont membres d'aucun parti politique, ne sont pas à la tête de partis politiques, qui n'ont pas véritablement l'information? Parce que le débat qui est posé et qui est ouvert aujourd'hui n'est pas un débat qui devrait être fait. Non, mais je pense qu'ils auront même tort, hein, même s'ils ne sont pas membres et responsables de partis politiques, ils auraient même tort de ne pas bien comprendre, parce que nous qui parlons ne sommes pas responsables de partis politiques. Et pourtant, nous comprenons, ils auraient pu aller à la recherche de l'information, et ça les concerne. Donc, je pense que, je dis, ça confirme en réalité le désordre qui est à leur niveau. Très bien. Dernière question. Toutes les pressions qui ont été faites, qui ont été mises sur Mohamed Ibn Chambas lors de sa visite au Bénin, est-ce que ces pressions vont payer? Les démocrates, Azanaï, ou de contact, et puis même sur les réseaux sociaux, est-ce que ces pressions vont payer? Non, lui, il n'est pas décideur. Il n'est qu'un émissaire, il n'est qu'un envoyé spécial. Il va rendre compte. Il va rendre compte à qui de droit. Donc, il va faire son rapport. C'est sûr que dans ces cas-là, quand on fait le rapport, il me semble qu'on soumet le rapport à tous ceux qui ont participé à la Oui, mais est-ce que ces pressions vont peser sur le rapport? Puisque les démocrates, par exemple, ont mis sur la table le dernier rapport qui n'était pas de leur goût. Non, ça ne peut pas peser. Lui, c'est lui qui fait le rapport. En fonction, il ne peut pas retenir tous les éléments qu'on lui a donnés. Mais il a travaillé sur des éléments spécifiques. Ce qui est sûr, dans toutes les interventions, il y aura des points de rencontre, des interventions. Donc, il va prendre les points de rencontre et prendre certaines divergences qu'il va exposer à ses partenaires. Moi, je pense que ça ne va pas influencer le rapport, parce que, vous savez, quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, l'opposition avait dit à l'époque que Alassane Ouattara ne devait pas avoir un troisième mandat parce que la révision de la Constitution ne lui permettait pas ça. Mais vous savez, les institutions internationales, quand elles viennent, elles questionnent les tests. Qu'est-ce que les tests disent? Est-ce que ce qui se fait est contre les tests? Je crois que non. Aujourd'hui, au Bénin, est-ce que le processus électoral qui est en cours va contre les tests de la République? Non. Et donc, quand c'est non, c'est clair, la conclusion est là. Je ne suis pas en train de conclure en lieu et place de l'ONU, mais je pense que ça sera fait simplement ça. Très bien. Merci, Félicien Fayon. Vous êtes journaliste, analyste politique au journal Le Matinal. Merci d'être passé. Alphonse Moïse, analyste politique. Merci également d'avoir commenté ces différents sujets avec nous. Merci à vous aussi. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de semaine et à bientôt.